Les statuts des Yostiquettes Arstangala ont officiellement été déposés à la préfecture le 5 juin 1948, mais il faut savoir que dès 1945, une équipe de la campagne de Kerfeunteun, Kerfeunteun étant surtout une commune rurale, pas encore attachée à Quimper, pratiquait la danse bretonne. L'inconvénient de ce groupe, du fonctionnement de ce groupe, c'est que les répétitions n'étaient pas forcément suivies. Une semaine, il y avait les gars, une semaine, les filles, en fonction des travaux ou des saisons agricoles. Et petit à petit, par la suite, les jeunes du bourg se sont intéressés au groupe. L'avantage, c'est évidemment une présence plus assidue aux répétitions et la possibilité de travailler d'une manière plus correcte et plus intéressante l'apprentissage de la danse bretonne. Alors il faut savoir que l'immédiat après-guerre est une période de transition pour les modes vestimentaires. En effet, les costumes sont encore portés dans certaines familles et lorsqu'il fallait sortir avec le groupe, chacun devait se débrouiller comme il pouvait pour avoir un costume. Et bien entendu, la source d'approvisionnement la plus intéressante et la plus facile était sa propre famille. Je suis arrivé au cercle de Kerfeunteun en 47-48, plutôt 48. Et tout naturellement, du fait que j'habitais au bar du stade à maintenant, qui était à l'époque une salle de danse, et j'avais que le palier à franchir pour arriver dans la salle, quoi. Et notre costume me venait un peu de la famille, du fait qu'on a récolté un peu tous les costumes de la famille, et des vieux, puis, enfin des vieux et des moins vieux, parce que moi, tout jeune, j'avais le costume d'un petit de la famille, quoi. Donc le cercle a hérité de tous ces costumes. Mon nom de jeune fille est Le Poupon, je suis la fille du premier président des Yostiquettes Arstangala. Et c'est pourquoi je l'accompagnais quelquefois pour aller chercher les costumes dans les fermes et les chapeaux aussi, parce que c'était pas évident de trouver un chapeau à chacun. Eh bien, la première sortie que j'ai faite, en fait, je suis allée au fin fond de la campagne à Ederne, 50 km à vélo le matin, pour récupérer un costume, pour pouvoir le porter, pour le défilé de l'après-midi. Une partie importante dans l'histoire du groupe, dans la vie du groupe, a été l'arrivée au début des années 60 à Quimper de Jean Guillard. Jean Guillard, en s'inspirant du ballet des provinces françaises de Jacques Douai, a eu l'idée d'adapter la danse traditionnelle à la scène. Cette initiative n'a pas été perçue sans mal par le public. En effet, en restant dans le contexte, il y avait une partie encore très traditionnelle, mais d'autres personnes ont vu un signe encourageant pour l'avenir et la presse, entre autres, a immédiatement approuvé et salué l'initiative des Yostiquettes. Cette évolution, cette transposition de la danse à la scène a véritablement révolutionné non seulement la danse bretonne, mais surtout et en premier lieu la vie du groupe, le groupe lui-même, avec un esprit tout à fait différent. Et les premières répétitions avec Christiane Le Penven ont montré comment travailler la scène, comment approcher la scène d'une autre manière, non seulement en pensant entrée et sortie comme on le faisait auparavant, mais en donnant du corps à la danse bretonne, à cette danse qui était présentée sur la scène différemment. Anne-Marie et moi, nous nous souvenons de 1963, de l'arrivée de Jean Guillard. Avec lui, il a apporté beaucoup de changements, en ce sens que la danse bretonne que nous dansions avec Bignot et Bombarde s'est transformée en ballet. Enfin, en ballet, c'était la danse bretonne adaptée à la scène, sur musique enregistrée. Nous aimions beaucoup ce changement, finalement. Au début, c'était peut-être un petit peu difficile, mais finalement, nous apprécions beaucoup ce nouveau type de danse. Donc, mon souvenir de Yostiquettes Arstangala, ça remonte à 35 ans à peu près, je crois, puisque c'était peut-être plus. C'était à la fin des années 60 ou début des années 70. J'étais avec des copains, des copines au Festival de Cornouailles, parce que je devais faire partie peut-être encore de Tréteau et Terroir ou du cercle Jacques Cassard à Nantes. Et on passait sur le podium avec tous les autres cercles assez vite. Et il y avait par contre une soirée, ça c'était le dimanche après-midi, mais il y avait une soirée où il y avait un gros morceau de choix là, qui était offert avec Yostiquettes
Arstangala, qu'on connaissait comme un groupe parmi les autres, bien sûr. Et ma grosse surprise, ça a été tout d'abord, c'était une suite chorégraphiée. Et ça, nous, on n'était pas encore trop habitués à le faire. Et on sentait bien que dans le milieu, il faut voir, on a beaucoup évolué en Bretagne, mais dans le milieu de la culture bretonne à l'époque, et surtout le milieu des cercles celtiques, il y avait les pour et les contre. Déjà, rien que le fait que ce soit une suite chorégraphiée, est-ce qu'on a droit, avec notre folklore, de se permettre des libertés, de danser une danse en chaîne qui ne soit pas tout à fait en chaîne, etc. Quoi, des choses qui nous paraissent maintenant totalement timides. Bon. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je pense que le ballet à cette époque-là, puisque ça s'appelait ballet, et Yostiquet Arstangala a fait quelque chose de... On a du mal à dire aujourd'hui que c'était révolutionnaire, mais pour l'époque, ça l'était vraiment. Alors l'accompagnement musical au début était un accompagnement très simple, c'était simplement l'accordéon de Jean Le Viol, puis le couple traditionnel Biniou-Bombarde. Et en 1950, suite à une scission à la Quévren Glazik, devenue plus tard le Bagad de Quimper, une partie de ses membres sont venus à Kerfeunteun et ça a été la naissance du Bagad de Kerfeunteun. Cet événement n'allait pas sans provoquer des inconvénients, entre autres la capacité d'écart au niveau des voyages, des sorties, faisait que les musiciens étaient obligés de danser. Ce Bagad est devenu un Bagad assez important, il a compté jusqu'à une petite cinquantaine de membres. Puis une école de formation s'est mise en place, mais le Bagad restait quand même toujours indépendant du cercle malgré tout, parce que le cercle continuait à être accompagné soit par des bandes, par un orchestre, soit par le couple traditionnel Bignocos-Bombarde. Ce Bagad à l'époque, comme beaucoup de Bagadous, était relativement bien fourni en nombre, mais je crois qu'il y a eu, comme dans tous les Bagadous, la prise de conscience, surtout au niveau de la cornemuse, d'adopter le doigté écossais, c'est-à-dire un doigté qui permettait une technicité beaucoup plus précise et une justesse plus appropriée aussi par rapport à ce que les Bombardes étaient capables de faire. Donc ça a créé une rupture forcément de génération. Donc ça a débouché après sur les concours de 3e catégorie à Châteaulin, où d'ailleurs les Yostiquettes se plaçaient très très bien. On a commencé à intéresser les jeunes à faire de la formation, notamment en cornemuse et en bombarde. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont persévéré par la suite, qu'on retrouve d'ailleurs, des Yostiquettes a généré pas mal de musiciens qui actuellement sont un petit peu en haut de l'affiche. Si vous regardez bien, vous pourrez trouver des gens qui sont originaires d'ici, de Kerfeunteun. Nous, les garçons, on a intégré d'abord le cercle, afin d'apprendre la danse, pour passer ensuite vers le Bagad, qui évidemment nous attirait énormément. On commençait par le pupitre bombarde, et puis si ça se passait bien, on passait ensuite au pupitre cornemuse, qui était le summum à l'époque du Bagad. Dans les années 70, nos retraités, Pierre Kernaléguin et René Ingan, nous ont cédé la place et on a, à cette époque-là, on s'est mis en mini-formation de façon à assurer la suite et à faire danser les Yostiquettes. La mini-formation qui comportait une cornemuse, 2-3 bombardes, une guitare, un accordéon et un orgue. Dans les années 73, on n'était plus très nombreux et tous du même âge, appelés sous les drapeaux. On a terminé notre carrière musicale au Bagad de Lambiwé, ce qui a mis fin à cette belle aventure. Les années 70, qui marquaient l'après Jean Guillard, ont été des années où en fait le groupe de Kerfeunteun, comme tous les groupes, se cherchait. Ailleurs, on avait des essais des ballets d'Ihune, à Redon, et l'idée force de Kerfeunteun, c'était de laisser les choses se faire. Ce qui était bon resterait, ce qui était mauvais se décanterait. L'accompagnement musical était toujours un accompagnement sur bande, et avec la recherche de sa propre identité scénique. Les années 80 ont été des années plus difficiles du fait de la fluctuation des effectifs,
mais aussi c'était la chance d'avoir un groupe d'enfants et des arrivées massives. Une année de garçons, l'année suivante 2 filles, et on a retrouvé toute une nouvelle génération formée au groupe, venant de notre groupe d'enfants. Oui, alors pour moi, les années 80 riment un peu avec déclin, parce que c'est vrai qu'après son titre de vice-champion de Bretagne en 78, le cercle a du mal à trouver un nouveau souffle. Beaucoup de garçons sont partis, ont quitté le groupe avec le service militaire, et donc il a fallu aller puiser dans le groupe des petits. Et malgré tout ça, on arrive en 80 avec un effectif de 6 à 7 garçons et pour une vingtaine de filles. Donc on est obligé de refaire plusieurs fois les chorégraphies en répé pour que toutes les filles puissent passer leur tour. Alors l'année suivante, en 81, Henri fait un petit peu le tour de Kerfeunteun et arrive à dégoter une bonne équipe de garçons de Tréquefelec, ce qui nous amène à un très grand effectif pour les années suivantes. Pour moi, cette période est surtout marquée par tous les voyages à l'étranger qu'on a fait, comme la Belgique, la Suisse, et puis surtout nos amis allemands de Seckershausen, où on a pu les rencontrer à plusieurs reprises pour des échanges qui quelquefois n'étaient pas que culturels. Alors les déplacements, c'était que du bonheur. Ces années 80, ça a été 10 années de bonheur. Hein. Les week-ends, les semaines, la journée. Nous, en tant que jeunes ados, dès qu'on pouvait se libérer un petit peu, c'était super sympa. Divaguer un petit peu insouciant, pas toujours facile les jeunes. Et là, il y avait Henri qui arrivait toujours à remettre sa troupe dans le droit chemin avec son fameux « Hello » qui nous attend. Et Henri, c'est un petit peu notre père à tous. Ça a été quelqu'un de formidable, d'extraordinaire, à qui on garde un super souvenir. Alors, il y avait une mode à l'époque, on était dans l'évolution de la danse, et c'était de se dire, et si les costumes aussi évoluaient. Nous sommes partis sur un costume qui existait déjà à Kerfeunteun, créé en 1965 pour les marins, qui était un costume bleu. Ce même costume a été repris, brodé par les établissements Luminor de Pont-l'Abbé, mais en rouge. Et ce costume-là, il a été imaginé par Joëlle Bigot, qui était la fille de Jean Guillard. Ensuite, dans les années 80, nous sommes revenus à quelque chose de plus traditionnel, comme au style ensemble des groupes, parce qu'on s'était rendu compte que le costume moderne n'était pas forcément une bonne chose. Et nous sommes revenus au costume brodé long et au costume argent. Et un événement pour nous, pour le groupe, c'était l'élection de Christine Le Gall en 1987 comme première reine de Cornouailles. Cette année-là, c'était une année où on présentait les reines, c'était le début, dans un nouveau costume de Quimper, un perlé long de début 1900. Donc, et j'ai eu le plaisir d'être élue reine de Cornouailles cette année-là. Donc on passait de costumes stylisés qui avaient une vocation scénique vers un costume un peu plus proche de la tradition. Donc on s'est inspiré à ce moment-là des travaux d'Hippolyte Lallès, qui avait fait une tournée en Bretagne et qui avait pris le temps de croquer plein de costumes, et entre autres des costumes de Kerfeunteun. C'est l'élection de Christine Le Gall à la fin des années 80 a été un événement important pour le groupe. Un autre événement aussi extrêmement important, tout aussi important, a été la décision de reprendre les concours de la Confédération Kendar. Cette décision a eu pour effet surtout de motiver le groupe, qui depuis quelques années, il faut le dire, était dans un petit train-train, dans un petit ronron tout simplement. Alors cette décision a eu pour effet de remotiver tout le monde, de donner du peps tout simplement à l'ensemble, et l'accompagnement musical qui aussi suivait le même rythme que le groupe, un petit train-train tranquille, souvent sur bande, a commencé à se structurer avec l'arrivée de musiciens qui aussi en voulaient et qui ont permis au fur et à mesure d'avoir quelque chose de beaucoup plus consistant, et c'était quand même très positif dans l'histoire du groupe. On a eu du mal à avoir un orchestre. On restait souvent, c'était en biniou bombard, parce qu'on n'était pas assez qualifié, on va dire, en musique pour faire des arrangements. Donc ça posait un problème pour les danseurs. Pour faire des chorégraphies, il a fallu avoir recours aux cassettes. Donc
on accompagnait quand même le groupe adulte en Biniou Bombard pour les animations, les défilés, et les chorégraphies étaient faites par cassette. Et donc, au fur et à mesure, il y a eu plusieurs sonneurs qui sont passés, même des accordéonistes, guitaristes. Mais les gens ne restaient pas très longtemps parce que justement, ils n'étaient pas très motivés parce qu'il y avait ce manque de connaissances en arrangement. On était un petit peu, on va dire, un petit peu léger, quoi. Donc il a fallu attendre début des années 90, quand Christian Cizorn et Michel Léger sont arrivés, pour vraiment qu'il y ait un déclic et que ça démarre vraiment en musique pour le cercle. Et fin des années 80, nous avons commencé les concours à Morlaix. Des concours très laborieux puisqu'il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de déceptions. Le groupe Doré à l'époque était leader. Nous étions très admiratifs. C'était nos idoles, nos modèles. Mais à force de concours à Morlaix, nous avons beaucoup eu de déceptions. Nous avions des bandes cassettes, des costumes pas toujours à la hauteur. Et avec les nouvelles idées qui sont arrivées, nous avons monté de nouvelles choses avec des musiciens. Et à force de cette volonté, nous avons réussi à accéder aux meilleures marches. Au début des années 90, nous avons commencé à acquérir cette puissance, cette notoriété. Nous sommes devenus champions de Bretagne à plusieurs reprises. Nous avons enfin atteint notre objectif, arrivé au sommet. Donc on est allé chercher tout d'abord des nouveaux codes de danse dans les pays de l'Est. Alors avec tout d'abord effectivement Émile, donc un chorégraphe bulgare, qui est venu travailler pendant 2 ans avec nous, qui est le premier à nous avoir donné d'autres concepts de danse et le premier à avoir travaillé avec nous sur notamment la tenue de danse. C'est la première fois effectivement où on s'est un petit peu détaché du sol et on a commencé à se relever, à travailler sur le haut du corps, puisque c'est vrai qu'on maîtrisait le bas du corps, mais que le haut du corps restait très peu uniforme. Donc on avait commencé à travailler avec lui. Ce travail ensuite il s'est perduré avec Vladimir. Et dans l'entre-deux, on a travaillé effectivement avec Chantal Goujon, donc du groupe Sortilège, canadien, donc un groupe professionnel, avec qui on a beaucoup travaillé également sur les codes de danse, puisque il y a des choses qu'on faisait de façon un petit peu naturelle, et puis tout d'un coup on s'est aperçu que dans le monde de la danse, dans le monde de la chorégraphie, il y avait des codes aussi à intégrer sur des passages soit de droite, soit de gauche. On a commencé un petit peu à changer notre vocabulaire également, avec le côté court, le côté jardin, ce qui facilitait un petit peu la maîtrise de la scène. Avec les Naïcs, nous avons débuté dans les années 80 au Cercle Enfant. Donc nous faisons partie d'une génération qui a grandi ensemble et nous sommes tous montés ensemble du Cercle Enfant vers le Cercle Adulte. Et c'est curieux parce qu'on s'est rendu compte au fil des générations que finalement c'est ce Cercle Enfant qui a réussi à assurer la pérennité du groupe adulte, parce que les gens quittaient le groupe et puis donc il manquait des danseurs, et à chaque fois les enfants ont réussi à assurer cette transition-là qui était difficile. Oui. Le fait de monter comme ça par wagon au cercle adulte, ça a fait de nous ce qu'on a appelé la génération dite concours. Parce que nous avions un objectif, c'était gagner. Et être champion de Bretagne. Voilà. Et ça nous a donné un fort esprit de compétition qui, je pense, a attiré énormément les gens de l'extérieur. Oui, c'était la première fois en fait qu'on arrivait à recruter à l'extérieur, parce que d'habitude ça se faisait toujours en interne. Alors au début des années 90, les éostiquettes ont connu un nouvel essor, impulsé par une arrivée massive de jeunes qui, comme moi, avaient déjà quelques années de pratique de danse derrière eux. Il a fallu que nous nous adaptions au rythme et à la rigueur des répétitions, et puis surtout que nous nous intégrions à un groupe de danseurs déjà très soudés par leur vécu collectif et soudés par de solides amitiés. Eux aussi ont fait des efforts pour nous accueillir, et très rapidement, nous avons été en mesure de présenter des spectacles portés par le nombre et la cohésion des danseurs. Le début des années 2000 est surtout lié par une nouvelle forme d'écriture chorégraphique, avec une cohérence beaucoup plus importante et un travail qui est fait en amont avec l'équipe des chorégraphes. Les spectacles sont beaucoup plus liés, beaucoup plus intéressants, montés par rapport à un thème précis, et un thème qui est donc travaillé avec les uns et les autres.
Aujourd'hui, nous sommes dans une suite logique, dans un acquis de l'esprit qui a été insufflé par Jean Guillard, relayé par d'autres, par des intervenants extérieurs, et nous vivons sur cet acquis et nous en sommes extrêmement fiers et extrêmement forts. Aujourd'hui, je pense qu'une des forces du groupe, sinon la force du groupe, est ce côté familial qu'on y retrouve. Plusieurs générations, plusieurs familles se sont investies dans le groupe et continuent encore aujourd'hui à s'investir. Ce côté familial amène inévitablement le côté convivial. Côté convivial amène tout le côté travail, ce qui transparaît sur la scène et tout ce qu'il y a derrière. Et c'est une des forces du groupe, sinon la force principale du groupe aujourd'hui. Donc moi je suis arrivée en 1975 grâce à Jeanne-Marie Dorval qui m'a dit un jour viens à une répétition des Éostiquettes et tu verras si ça te plaît, tu resteras. Donc je suis allée, en fait j'y suis depuis, je suis restée 10 ans. J'ai envoyé mon fils, mon mari, j'ai envoyé tout le monde et c'était une passion débordante. J'ai tout fait dans ce groupe. Après, je me suis occupée des enfants. J'ai même appris à danser à Gwen Le Viol et à Mick Jégou, chose qui n'est pas banale maintenant qu'ils sont chorégraphes. Et donc, je suis très très fière. Quand on entend parler des Eostiquettes, on pense souvent au groupe enfant ou au groupe adulte, bien sûr. Il faut savoir que depuis quelques années, il y a un groupe adolescent qui a aussi été mis en place. Les parents et les amis ont eux aussi voulu se mettre dans la danse et ils ont créé un groupe loisir. Donc ils se réunissent toutes les 2 semaines. Depuis que nous avons acheté le Patro, il y a de ça 3 ans maintenant, nous avons réalisé de nombreux travaux. Donc ce sont les parents, encore une fois, les danseurs et tous ceux qui ont bien voulu prêter main forte à cette entreprise, qui ont donc participé pour remettre à neuf le nid des Eostiquettes. Et enfin, comment parler des activités annexes du groupe sans parler de l'atelier couture qui permet donc aux danseurs de monter sur scène avec de très beaux costumes, que ce soit les danseurs du groupe enfant, bien sûr du groupe ado, et enfin du groupe adulte. C'est une très très grande famille, c'est ce que l'on retient en fait du temps passé dans ce groupe. Cet esprit de famille, cet esprit d'équipe, nous avons beaucoup pleuré ensemble, nous avons beaucoup ri aussi, il y a eu beaucoup de coups de gueule comme on dit, et c'est ce qui nous a maintenus solidaires les uns les autres, c'est ce qui a fait la force du groupe et qui l'a fait encore aujourd'hui. Alors que dire de plus après toute cette histoire qu'aujourd'hui l'avenir on le voit d'une manière sereine. Tout au long de ces expériences de fluctuation d'effectifs, de haut et de bas, on a mis des structures en place, on s'est structuré, groupe enfant, groupe ado, groupe dit adulte. Je pense que tout est en place, toutes les structures sont là, tout fonctionne et on peut voir, je crois, l'avenir d'une manière extrêmement sereine.